Bienvenue sur Access of Truth sur JNS Télévision. Je suis Émilie Schrader. Aujourd'hui, nous révélons une enquête explosive sur l'implication des réseaux de la République islamique d'Iran au Royaume-Uni dans l'opération de la flottille de Gaza via des partisans du régime collaborant avec des membres connus du Hamas au Royaume-Uni. Nous parlerons aussi avec la chercheuse Aurel Tobeilim qui a présenté des preuves sur cette histoire choquante. Nous verrons comment le secteur technologique israélien fait face aux défis post-guerre et à la menace continue de radicalisation en Occident. Allons-y. Cette semaine, je veux évoquer l'infiltration et l'apparence qu'a un régime terroriste établissant ses lignes de front dans votre pays. Le Royaume-Uni est depuis longtemps une cible des opérations d'influence de la République islamique d'Iran, déguisées en œuvres caritatives, missions culturelles ou organisations de défense des droits humains. Mais comme le révèlent les documents que nous publions aujourd'hui pour la première fois, ce réseau ne se limite pas aux mots. Il implique aussi des infrastructures, des médias numériques, de l'argent et de la propagande. Au centre de cette controverse se trouve Shabir Rahmtoullah Hassan Ali, un ingénieur britanno-iranien formé à Qom et une figure de longue date de la presse du régime, de la télévision et de Tasnim News. Il est également le point de contact d'une association caritative affiliée au régime au Royaume-Uni qui a explicitement soutenu le terrorisme et qui, selon toutes les preuves, semble être une façade pour le régime lui-même. Depuis plus de 10 ans, il joue un rôle clé dans le soft power de la République islamique en Grande-Bretagne. Il reconditionne l'idéologie khoméniste pour les publics occidentaux, souvent sous le couvert de la justice sociale. Désormais, dans le récent rapport de police déposé auprès de l'unité antiterroriste de la police métropolitaine, Hassan Ali est identifié comme entretenant un contact direct avec Zahir Birwawi, un agent du Hamas basé à Londres et un organisateur clé des plus récentes flottilles pour Gaza. Le rapport mentionne désormais des courriels où Hassan Ali réclame un paiement pour l'hébergement du site web de la Marche mondiale vers Jérusalem, principale plateforme du réseau de la flottille. Et il affirme, je cite, avoir mis hors service 2 fournisseurs d'accès à Internet israéliens à Haïfa et à Tel Aviv. Fin de citation. Document obtenu par JNS, aussi géré par la mission islamique Ahlul Bayat, une association caritative enregistrée. Selon The Telegraph, elle organise des camps d'été qui, selon leurs termes, risquent de radicaliser les enfants. À travers la doctrine de Khomeini, The Times l'a déjà révélé comme un propagandiste du régime islamique étroitement lié à Press Television. Selon l'analyse de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, Hassan Ali s'est régulièrement rendu à Téhéran pour des conférences en soutien à l'intifada palestinienne, auxquelles participaient des responsables du Hamas et du Hezbollah, ainsi que du régime. Maintenant, ce qui inquiète ici, c'est que ce n'est plus une subversion diplomatique. C'est une collaboration entre l'unité de guerre de l'information des gardiens de la Révolution et la branche médiatique du Hamas, dirigée depuis le Royaume-Uni en tant qu'association caritative. En plein jour, nous savions déjà que le Centre islamique d'Angleterre, financé par le régime, était impliqué ainsi que des tentatives d'assassinat ou d'enlèvement de dissidents iraniens au Royaume-Uni. Mais maintenant, il existe des documents concrets indiquant que le régime islamique était également impliqué dans les flottilles pour Gaza. Malheureusement, la vérité est que le Royaume-Uni n'est plus seulement un refuge pour les dissidents, mais aussi pour les complices de la République islamique. Si le gouvernement britannique continue d'ignorer la situation, il ne couvrira pas seulement la propagande d'un régime, mais facilitera aussi nombre de leurs activités. Notre grande histoire de la semaine révèle la preuve liant le principal partisan de la République islamique au Royaume-Uni aux opérations de la flottille de Gaza dirigée par le Hamas. Des emails entre Shabir Hassan Ali, ingénieur informatique irano-britannique et propagandiste du régime, et Zahir Birwawi, agent du Hamas à Londres, ont été obtenus. Montre des années de collaboration dans la gestion du site web de la Marche mondiale vers Jérusalem, le principal organe de propagande du réseau de la flottille. Hassan Ali a déclaré dans ses documents que son système avait désactivé 2 fournisseurs d'accès à Internet israélien à Haïfa et Tel Aviv, ce qui pourrait violer les lois britanniques sur la cybersécurité. Il a ensuite qualifié le projet de véritable épine dans le pied de la secte sioniste. Il a également négocié un paiement s'élevant à plusieurs milliers de livres sterling sur le sol britannique. En échange de son aide et de ses services aux agents du Hamas, il s'est même vanté de l'ampleur de son aide et du rôle important qu'il a joué dans l'opération. Un autre rapport remis à l'unité antiterroriste de la police métropolitaine a expliqué que le travail de Hassan Ali l'a intégré à un réseau d'agents médiatiques liés au corps des gardiens de la révolution islamique et au Hamas au Royaume-Uni.
Il a même été invité à Téhéran pour une conférence officielle iranienne en soutien à l'intifada palestinienne en présence de Khamenei, de représentants du Hamas, du Hezbollah et d'autres groupes terroristes mandataires. Je devrais dire de la République islamique. Maintenant, ces nouvelles preuves ou preuves nouvellement révélées suggèrent une convergence formelle entre le réseau d'influence des gardiens de la Révolution et la branche du Hamas des frères musulmans opérant depuis le Royaume-Uni. Ce n'est pas seulement de l'infiltration, c'est aussi une collaboration. Par ailleurs, une cyberbataille oppose actuellement l'Iran à Israël en coulisses. Un rapport du Centre de traitement des événements cybernétiques indique que des pirates liés à l'État iranien ont attaqué des infrastructures critiques israéliennes la semaine dernière. Et des entreprises de la chaîne d'approvisionnement, plus de 10 entreprises fournissant des services informatiques et numériques à des entreprises israéliennes ont été visées lors de violations de la chaîne d'approvisionnement visant à infiltrer des réseaux plus vastes. Maintenant, l'un des incidents les plus médiatisés a impliqué le centre médical Shamir, où des acteurs iraniens ont pénétré les systèmes, volé des données et franchi la ligne rouge en attaquant un hôpital. La perturbation liée aux cyberattaques a été rapidement maîtrisée. La Direction nationale israélienne de la cybersécurité, avec le Shin Bet et d'autres agences, attribue au partage rapide d'informations l'évitement d'une catastrophe numérique majeure. Mais ne vous y trompez pas, ce n'est pas un incident anodin. Cela s'inscrit aussi dans une stratégie iranienne plus large de développement des capacités de cyberguerre contre Israël et ses alliés. En ciblant les fournisseurs, la République islamique vise à accéder à l'économie israélienne, au secteur de la santé et aux infrastructures gouvernementales. Pour Israël, cela implique deux choses. D'abord, le secteur technologique doit réagir plus vite et innover davantage. Les startups et entreprises de défense doivent rapidement créer des systèmes de cybersécurité, d'intelligence artificielle de renseignement, de détection des menaces et des systèmes résilients. Deuxièmement, la guerre n'est pas limitée à Gaza ou au Liban. Elle est aussi numérique, mondiale et invisible. Quand l'Iran peut attaquer depuis Téhéran, Londres ou ailleurs, les innovateurs technologiques israéliens deviennent la première ligne de défense. Selon une directrice générale d'une start-up israélienne de cybersécurité, notre riposte au Hamas et à Téhéran passe par le code. Dans une région où l'agression prend la forme de missiles et de paquets informatiques, Israël répond en construisant des réseaux inviolables. Ou du moins, ils y travaillent. Aujourd'hui, pour nous aider à comprendre cette histoire incroyable sur Hassan Ali, nous recevons Aurel Tobelam, directrice de recherche au Forum des relations étrangères. Aurel, merci d'être avec nous aujourd'hui. Il y a beaucoup à analyser sur ce sujet et de nombreux documents à disposition. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer certaines de ces nouvelles preuves révélées, en particulier les documents reliant Shabir Hassan Ali à Zahir Birwawi et au réseau de la flottille? Bien sûr. Merci, Émilie, de m'avoir invité. Eh bien, comme vous l'avez dit, des preuves récemment découvertes montrent qu'entre août 2016 et janvier 2017, M. Shabir Rahmatullah Hassan Ali, oui, c'est exact, je connais son deuxième prénom, ingénieur logiciel et érudit islamique à la mission islamique Ahlul Bayt au Royaume-Uni, a échangé divers courriels avec M. Zahir Biraoui, qui est un opérateur notoire du Hamas et coordinateur du mouvement de la flottille de la liberté. La correspondance portait sur les services de Hassan Ali comme administrateur-serveur du site de la Marche mondiale vers Jérusalem. C'était un mouvement de protestation anti-israélien hautement problématique lancé en 2011 qui comprenait des contributions de plusieurs groupes terroristes islamistes. Biraoui est depuis des années reconnu par Israël comme responsable du Hamas au Royaume-Uni. Et il s'est récemment fait remarquer pour sa participation à la flottille de cette année, où des figures controversées comme la pseudo-experte climatique Greta Thunberg et la députée française pro-Hamas Rima Hassan ont pris la mer vers Israël et Gaza, violant la souveraineté maritime de plusieurs nations. Biraoui a déjà été vu avec des hauts responsables du Hamas, dont Ismail Haniyeh, chef du Politburo assassiné en Iran l'an dernier. En 2012, Jonathan Schanzer de la Fondation pour la défense des démocraties a recensé de nombreuses associations du mouvement de la Marche mondiale vers Jérusalem. Le comité central avec le Hamas, le Hezbollah et le régime islamique en Iran. Il a même été rapporté à l'époque que le secrétaire du conseil d'administration du projet était feu Hossein Sheikh al-Islam, un homme politique khomeiniste. Certains se rappelleront peut-être de lui comme l'un des militants ayant participé à la prise d'otages de 66 Américains à l'ambassade des États-Unis à Téhéran en novembre 1979. Maintenant, en ce qui concerne les emails que j'ai récupérés,
Ces documents révèlent clairement des négociations financières entre Shabir Hassan Ali et Zahir Birawi pour maintenir l'infrastructure en ligne du Hamas. Dans cette correspondance, Hassan Ali s'est vanté d'opérations cybernétiques telles que la mise hors service de fournisseurs d'accès à Internet israéliens, ce qui implique des activités cyber-offensives sur le sol britannique. Cela pourrait en fait constituer une violation importante du Computer Misuse Act de 1990, une loi britannique destinée à empêcher les individus de se livrer à des actes malveillants impliquant un ordinateur. L'aveu de Hassan Ali semble plutôt constituer une violation de la section 3 zone d'activité, mais encore une fois, cela dépend des autorités compétentes de décider. Mais il est très clair qu'il a tenté de porter atteinte au bien-être humain ou à la sécurité nationale de n'importe quel pays, y compris l'État d'Israël. Maintenant, curieusement, il semble d'après la correspondance que Hassan Ali et Birawi se sont disputés pendant cette période. Les demandes de compensation de Hassan Ali, soit 4 435 livres et 72 pence de la part du Hamas, n'ont jamais été satisfaites. Donc, le serveur lui-même a été mis hors service peu de temps après la fin de cette chaîne d'email. Et il reste incertain si Hassan Ali a effectivement pris de l'argent du Hamas pendant la période où il gérait le serveur. Cependant, ce qui est clair, c'est qu'il agissait en leur nom à la demande du régime islamique en Iran. Ces échanges sont importants car ils montrent une collaboration interconfessionnelle. Un affilié chiite du corps des gardiens de la révolution islamique collabore avec un représentant du Hamas, lié aux frères musulmans sunnites, en Grande-Bretagne. Cela fait partie du même réseau qui a en fait été récemment identifié dans une enquête d'Adcan cette année, qui a révélé les liens du Hamas avec les mouvements de flottille européens dirigés par Birawi, à travers la Conférence palestinienne pour la Palestine, les Palestiniens de l'étranger et le Forum Europal. Donc, en résumé, cela fait pas mal de choses à aborder, mais ce sont vraiment des découvertes très, très impressionnantes. Vous avez décrit cela comme une opération de pont ou un pont entre les opérations d'influence du corps des gardiens de la révolution islamique au Royaume-Uni et la propagande du Hamas. Pourquoi dites-vous cela? Pourquoi ce lien est-il si crucial et que signifie-t-il pour la sécurité nationale du Royaume-Uni? Bien sûr. Cette correspondance elle-même est très significative car elle confirme une convergence opérationnelle remontant à plus de 10 ans entre le corps des gardiens de la révolution islamique, le corps des gardiens de la révolution islamique et le Hamas. Des bras de propagande opérant sous couvert d'organisations caritatives ou d'activisme au Royaume-Uni. Or, cela n'est pas inconnu des autorités britanniques. En fait, en juillet 2025, un rapport du Comité du renseignement et de la sécurité du Parlement sur l'Iran a identifié l'utilisation par le régime de réseau de proxys, d'actifs cybernétiques et d'organisations idéologiques pour mener des attaques niables et des opérations d'influence sur le sol britannique. 300 pages sur ces opérations et, curieusement, aucune mention de Hassan Ali, malgré le fait qu'il ait effectivement fait l'objet d'une couverture médiatique importante dans le Times en 2020. Donc, je suis un peu préoccupé que cela ait été un oubli. Cet échange d'emails illustre précisément ce mécanisme. Des agents cybernétiques des gardiens de la Révolution collaborent avec des propagandistes du Hamas pour influencer l'Occident. Un lien solide existe entre les gardiens de la Révolution et les frères musulmans au Royaume-Uni, présents à des niveaux culturels et gouvernementaux. Je développerai ce point tout à l'heure. Le régime d'enregistrement de l'influence étrangère, en vigueur depuis juillet 2025, a instauré un système d'enregistrement à 2 niveaux pour les accords avec des individus ou entités menant des activités politiques pour une puissance étrangère au Royaume-Uni. La liste renforcée comprend actuellement l'Iran et la Russie. Le régime d'enregistrement de l'influence étrangère est en réalité le produit de la loi sur la sécurité nationale de 2023 et il a introduit des contre-mesures plus strictes concernant les opérations potentielles d'espionnage ou de sabotage sur le sol britannique. Ce cas particulier met en évidence de nombreux angles morts en matière de sécurité dans le régime d'enregistrement de l'influence étrangère et la régulation des associations caritatives, car ces acteurs opèrent souvent sous des appellations anodines, mais ils le font ouvertement. Maintenant, Aurel. On sait que la République islamique finance et soutient le Hamas, bien que ce groupe sunnite issu des frères musulmans soit soutenu par un régime chiite. Qu'est-ce qui réunit ces groupes dans ce contexte? Et à quel point ce lien est-il profond, du moins sur le plan de la propagande en particulier? Je veux dire, cette opération de flottille, qui, comme nous l'avons vu, contenait très peu d'aide humanitaire réelle à la base, a été présentée comme une action de militants non violents. Alors pourquoi le Hamas était-il impliqué dans tout cela?
Que font-ils sur une flottille soutenue par le Hamas et le corps des gardiens de la révolution islamique en direction d'une zone de guerre? Oui, pour répondre à la première partie de votre question. L'Institut international pour la lutte contre le terrorisme de l'Université Reichmann a déjà largement couvert ce sujet. Dans un rapport de juillet 2020 mené par le Dr Eitan Azani, que je connais personnellement, il a évoqué la menace du réseau iranien et l'exportation de la révolution islamique via la reprise de pratiques comme la da'awa, une activité missionnaire. Le réseau de la menace iranienne, Iran Threat Network, prospère par des alliances pragmatiques dépassant les divisions sectaires quand des objectifs anti-occidentaux ou anti-israéliens se rejoignent. Idéologiquement, les frères musulmans et les gardiens de la révolution islamique partagent l'engagement envers l'axe de la résistance. C'est un récit qui délégitime totalement Israël. Il rejette l'hégémonie occidentale et valorise la résistance armée comme libération. Nous le voyons à travers les nombreux mouvements de protestation mondiaux, surtout ces 2 dernières années. Ces groupes partagent également un désir virulent d'intimider et, en fin de compte, d'exterminer les Juifs. D'ailleurs, cela s'est encore manifesté la semaine dernière. Le Mossad a nommé Sardar Amar, haut commandant des gardiens de la Révolution, comme responsable de complots terroristes déjoués contre des cibles juives et israéliennes, en Grèce, Allemagne et Australie, ces 2 dernières années seulement. Ces clans s'alignent fortement sur les objectifs des frères musulmans, tels qu'ils ont été exprimés de façon si remarquable par leur guide spirituel, feu le cheikh Youssef al-Qaradawi, qui a affirmé en 2009, lors d'une interview avec Al Jazeera, qu'il était un devoir moral pour les musulmans de republier l'œuvre d'Adolf Hitler. Maintenant, en ce qui concerne ses participants à la flottille, l'activisme non violent, décrit comme propagande, était en fait une opération d'influence du Hamas et du corps des gardiens de la révolution islamique, comme l'ont prouvé de nombreuses enquêtes. Elle visait à délégitimer Israël et à donner au terrorisme une image humanitaire. Autrement dit, le réseau du corps des gardiens de la révolution islamique et des frères musulmans recrute des opportunistes politiques pour leur cause. Des opportunistes professionnels, toujours à l'affût d'un nouveau moyen de proclamer leur propre supériorité morale. Par exemple, le Hamas n'est pas le seul proxy du corps des gardiens de la révolution islamique avec lequel Greta Thunberg a collaboré. Début janvier, elle s'est rendue en Algérie pour rencontrer des représentants du Front Polisario. Il s'agit d'une milice séparatiste opérant dans le Sahara marocain, qui est armée par l'Iran et entretient des liens étroits avec des cellules du Hezbollah à travers le monde. Le fait que le Front Polisario ait un passé de recrutement d'enfants soldats et de torture de résidents dans les camps humanitaires ne semble pas déranger le moins du monde des personnes comme Madame Thunberg. Et pourquoi cela la dérangerait-il? C'est une immense hypocrite. Les courriels de Hassan Ali illustrent bien la confusion entre les positions pro-axe de la résistance, l'activisme pro-palestinien et les prétendues positions pro-paix. Dans ses courriels, il évoque son soutien au projet Global March to Jerusalem comme une gêne pour la secte sioniste, tout en se vantant d'attaques informatiques et du sabotage des communications israéliennes. Donc, après tout, ce qui unit vraiment l'extrême gauche et les camps islamistes, c'est leur amour commun pour un narcissisme insondable. Les courriels que nous possédons datent d'aussi récemment que 2016-2017. Et ce qui m'a vraiment surprise en lisant ces documents, c'est qu'on aurait dit qu'il se vantait de son implication. Il montrait clairement par écrit comment la République islamique était derrière tout ça, ou du moins en partie. Pourquoi pensez-vous que les autorités britanniques n'ont rien fait jusqu'à présent à ce sujet? Alors, Émilie, tu poses en fait une très bonne question. En 2017, Hassan Ali a été invité à la 6e conférence internationale sur l'intifada palestinienne à Téhéran. J'ai en fait obtenu une copie de l'invitation, signée par le secrétariat général de la conférence. Hossein Amir Abdollahian, qui était l'une des personnes tuées en mai 2024 lors du crash d'hélicoptère qui a également coûté la vie au président iranien de l'époque, Ebrahim Raisi. La conférence elle-même a réuni de nombreux hauts responsables du Hamas, du Hezbollah, du djihad islamique palestinien, dont le chef Naïm al-Sim, qui dirige actuellement la milice du Hezbollah au Liban. Des photos prouvent la présence de Hassan Ali à cette conférence, où figuraient aussi des acteurs sanctionnés et chefs terroristes. À l'époque, en 2016 et 2017, les cadres de prévention et de lutte contre le terrorisme étaient davantage axés sur la menace intérieure posée par Daesh, également connu sous le nom d'État islamique, et non sur les opérations hybrides iraniennes. À son crédit, le gouvernement conservateur de l'époque était à l'avant-garde de la coalition mondiale contre Daesh, investissant des centaines de millions de livres dans la formation des forces irakiennes,
surveiller les Britanniques voulant rejoindre le djihad à l'étranger et perturber les finances du groupe. L'hésitation institutionnelle à voir les réseaux chiites comme une menace était renforcée par la protection des associations caritatives et la peur d'accusations d'islamophobie. Le rapport parlementaire que j'ai mentionné plus tôt admet en fait que la menace posée au Royaume-Uni par la République islamique a été sous-dotée en ressources, mal priorisées et réactives plutôt que stratégiques. Les agences la jugeaient moins importante que la Russie ou la Chine. Des personnes comme Hassan Ali, qui tenaient à la télévision des diatribes incohérentes accusant les États-Unis et Israël de satanisme, étaient jugées moins prioritaires. Il est donc compréhensible que, par exemple, les agents russes utilisant le Novichok sur le sol britannique ou la campagne cybernétique Advanced Persistent Threat, 10 de la Chine visant les fournisseurs informatiques pour voler des secrets commerciaux à de grandes entreprises britanniques, aient été considérés comme des priorités plus élevées. Ainsi, les agents de l'ILGC et les membres des Frères musulmans ont pu agir sous couvert humanitaire ou religieux, souvent sans contrôle. Hassan Ali, probablement d'origine sud-asiatique, né en janvier 1971 en Ouganda, aurait utilisé sa citoyenneté britannique pour mener des activités. Cela aurait attiré une attention bien plus grande de la part des autorités britanniques de l'immigration ou de la lutte antiterroriste s'il n'avait pas eu ce statut. Cela demeure une grave négligence, d'autant qu'un rapport de 2012 de l'ICT de Reichman désignait le cheikh Shabir Hassan Ali comme figure principale de la mission islamique britannique Ahlul Bayt, le qualifiant de partisan de la révolution islamique iranienne animé d'une forte haine envers Israël et l'Occident. Cela aurait dû pousser les autorités britanniques à examiner de plus près ses activités, comme ses voyages en Iran pour assister à des conférences sur l'intifada. Cependant, j'ai de l'espoir. Étant donné que son passeport doit expirer dans quelques années. Il serait peut-être dans l'intérêt du ministère de l'Intérieur de Sa Majesté de refuser son renouvellement. Nous savons désormais qu'Hassan Ali dirige une association caritative accusée par le gouvernement britannique de radicaliser des enfants. Comment la mission islamique Ahlul Bayt peut-elle toujours opérer comme association caritative au Royaume-Uni? Est-ce qu'il y a eu le moindre progrès pour tenir la République islamique responsable? Je veux dire, ce n'est pas la première fois que des associations caritatives créées et financées par le régime lui-même sont utilisées comme façade. C'est donc une faille découverte par les gardiens de la révolution islamique. La commission islamique Ahlul al-Bayt, bien qu'elle affirme à de nombreuses reprises sur son site web qu'elle mène des activités caritatives, n'est en réalité pas une association caritative enregistrée au Royaume-Uni. De nombreux rapports affirment qu'elle promeut l'idéologie khoméiniste et radicalise la jeunesse britannique, sans avoir été contrainte d'enregistrer ses activités auprès de la Commission des associations caritatives. Une enquête du Télégraphe en juillet 2025 a révélé que le camp d'été pour jeunes de la mission islamique Ahlul Bayt, le camp Wilaya, avait exposé des enfants à de la propagande pro-Iran et pro-Hamas, y compris la glorification symbolique des attaques du 7 octobre. Il avait aussi forcé des filles de 18 ans à porter le hijab et imposé la ségrégation des sexes. Tout cela était, selon eux, destiné à favoriser un lien plus profond avec la foi islamique. Il existe apparemment quelques associations caritatives enregistrées, mais j'y reviendrai un peu plus tard. En 2020, le Times a révélé qu'Hassan Ali avait créé des logiciels pour des organisations liées au régime, dont Presse Télévision et Al-Alam, chaîne de propagande iranienne. Celles-ci sont actuellement interdites au Royaume-Uni, pourtant, comme vous l'avez souligné sur Twitter, elles continuent d'opérer apparemment sans être inquiétées. La semaine dernière, une campagne de protestation haineuse et violente a visé le professeur Michael Bengad à l'université City St. George's, lorsque des manifestants masqués ont perturbé l'un de ses cours. Les images ont vite été transmises à Presse Télévision pour une large diffusion en ligne. Ce phénomène n'est d'ailleurs pas strictement limité à la République islamique. Fin février, dialogue israélo-iranien au King's College de Londres avec ma collègue Faiza. Alavi, que vous connaissez, a été interrompu par des militants pro-palestiniens. L'un a été identifié. Partisan affirmé des milices des Frères musulmans à Gaza et au Soudan. Les images ont vite circulé sur Al Jazeera Égypte, présentant à tort Faiza comme partisane du génocide. L'un des manifestants, l'Égyptien Oussama Ranem, suspendu indéfiniment de l'université et menacé d'expulsion après la révocation de son parrainage RISA, a déjà travaillé pour des entreprises égyptiennes liées à Al Jazeera. Il ne faut pas être un génie pour faire le lien. Ce n'est pas tout. En janvier dernier, la British Broadcasting Corporation a diffusé des images de 2020-2021 montrant des participants du centre de jeunesse islamique Qanun Tawhid à Londres, scandant « Mort à Israël ».
lors d'une commémoration pour Qassim Soleimani, célèbre commandant de la force Quds, qui a soutenu Bachar el-Assad dans le massacre de 500 000 civils durant la guerre civile syrienne. Le centre a aussi organisé des conférences en ligne de généraux iraniens niant l'Holocauste, qualifiant les universités de front de la résistance islamique et incitant les étudiants britanniques. Je veux dire, suivez-moi là-dessus, pour mettre fin à la vie des Juifs et des sionistes, maintenant. Ces événements semblent avoir été co-organisés par l'Association des étudiants islamiques de Grande-Bretagne, dont le secrétaire de l'époque, le citoyen britannique Mohammad Hossein. Atay Abadi a été photographié aux côtés d'Ali Khamenei à Téhéran. L'Al-Tawhid Charitable Trust, qui gère le centre, n'a pas été fermé par le commissaire aux œuvres de charité. À ma connaissance, rien n'a été fait, même pour punir les responsables ou déradicaliser leurs victimes. La poursuite de ces activités montre les faiblesses de la Charity Commission, de l'Ofcom et l'application insuffisante des lois sur le financement du terrorisme, et un échec total à relier la radicalisation dans nos universités et centres culturels aux questions de sécurité nationale. Je voudrais te poser une question, Aurel, selon tes recherches. Comment cette affaire s'inscrit-elle dans un schéma plus large des opérations de la République islamique sur le sol occidental? Depuis le déjouement de complots terroristes jusqu'au réseau de désinformation et l'infiltration dans les universités, comment tout cela s'intègre-t-il dans l'équation? Cela illustre le modèle de guerre hybride de l'Iran. Il utilise des fronts idéologiques, cybernétiques et caritatifs dans son réseau mondial de menaces pour exporter la révolution islamique. Depuis 2022, l'Iran ou ses agents ont mené au moins 15 complots d'assassinat ou d'enlèvement au Royaume-Uni. Les agents iraniens comme le Hezbollah, les Houthis et le Hamas servent de multiplicateurs de force. Ils diffusent de leur influence et déstabilisent sans trace directe de l'Iran. L'activité de Hassan Ali relève de la guerre cognitive et de l'ingérence. Il emploie propagande, cyberactivisme et mobilisation des jeunes pour affaiblir la cohésion britannique et accroître l'hostilité envers Israël. Il est aussi important de préciser qu'aucune preuve n'existe sur la rémunération de ce type. Je n'ai trouvé aucune preuve d'emploi stable. Cela mérite donc d'être examiné. Le régime iranien a de plus en plus utilisé des réseaux criminels pour mener des opérations secrètes sous couvert de déni plausible. Il a planifié des attaques contre des cibles américaines, israéliennes et juives en Europe, et utilisé des criminels pour tuer des dissidents. Naji Sharifi Zindarsi, fidèle à Téhéran, dirige des réseaux allant de l'Iran à la Turquie, au Royaume-Uni et au Canada. Il a ainsi utilisé des groupes comme les Hells Angels canadiens pour viser les exilés et dissidents iraniens. Les autorités turques le reliaient à l'enlèvement en 2020 d'un militant suédo-iranien qui a ensuite été exécuté en Iran. En janvier 2024, le réseau suédois Foxtrot, dirigé par Orawa Majid, a attaqué l'ambassade d'Israël à Stockholm. Au nom de l'Iran, Majid a coopéré directement avec le ministère du Renseignement et de la Sécurité iranien, le ministère du Renseignement et de la Sécurité iranien. Les services de renseignement néerlandais signalent aussi que l'Iran utilise des criminels marocains du gang Mukho Mafia pour éliminer des opposants exilés, protégeant leur direction et supprimant tout témoin clé. Il y a eu une affaire très notable en 2020, je crois, qui mettait en avant ce type de coopération. Désormais, l'influence iranienne s'est également infiltrée dans la sphère numérique européenne. Lors des émeutes d'Amsterdam en 2024, qui étaient préméditées et visaient à causer de graves dégâts et peut-être à tuer des Juifs et des Israéliens. Des comptes liés à Téhéran ont partagé des vidéos d'agression contre des supporters israéliens de football. Un compte Snapchat prétendant être une organisation gouvernementale sous le nom de M. Haq faisait en réalité référence au parti islamiste chiite zaïdite au Yémen, Hezbollah Haq, longtemps associé aux Houthis, et c'était l'un des plus actifs. En mai 2025 au Royaume-Uni, 3 Iraniens ont été inculpés selon la loi sur la sécurité nationale pour avoir aidé un service de renseignement étranger et visé des journalistes d'Iran International à Londres. Ils étaient tous entrés au Royaume-Uni en demandant l'asile entre 2016 et 2022. Il est apparu que l'ambassade d'Iran à Londres facilite les voyages illégaux de réfugiés en leur délivrant des formulaires pour retourner secrètement en Iran en échange de leur recrutement comme informateurs. Considérez ceci. Un État hostile utilise le système d'asile britannique comme une arme pour placer des agents sur le sol britannique et pourtant le gouvernement n'a pratiquement rien fait pour l'empêcher. Maintenant, enfin, je voudrais vous demander ce qui doit se passer ensuite. Le Royaume-Uni doit-il classer ces groupes comme terroristes ou renforcer l'application de la loi dans le cadre de l'enregistrement de l'influence étrangère? Vous savez, Émilie, ces 2 dernières années m'ont montré que les groupes islamistes
voit les demi-mesures comme une faiblesse. Des réponses progressives favorisent davantage l'infiltration et l'adaptation. Ce type de pénétration est désormais trop avancé pour le gradualisme. Vous savez, cette approche de la carotte et du bâton que les politiciens britanniques aiment tant utiliser. Une action décisive et globale est nécessaire dès maintenant. Le Royaume-Uni doit inscrire le corps des gardiens de la révolution islamique sur la liste des organisations terroristes en vertu de la loi sur le terrorisme, mettant ainsi fin à l'ambiguïté juridique entourant ces activités. L'enregistrement obligatoire au régime FRRS pour les organisations et individus liés à des régimes étrangers doit être instauré. Cela inclut la mission islamique Ahlul-Bayt. Cela inclut également le Centre islamique d'Angleterre, qui diffuse quotidiennement des messages d'Ali Khamenei à Téhéran. Et ce qui est curieux, il est également situé à une centaine de mètres d'une école primaire juive à Maida Vale. Si ce genre de problème persiste, le gouvernement devrait prendre des mesures pour fermer tout centre islamique qui serait reconnu comme soutenant les activités du corps des gardiens de la révolution islamique pour des raisons de sécurité publique. Un précédent international existe. En juillet 2024, l'Allemagne a fermé le centre islamique de Hambourg pour ses liens avec l'Iran, le Hezbollah et la promotion de l'islamisme radical. Comme l'a déclaré la ministre de l'Intérieur de l'époque, Nancy Faïssa, LIZH, servait de représentant direct du guide suprême iranien, diffusant un antisémitisme virulent et cherchant à exporter la révolution islamique. Pourquoi devrions-nous tolérer au Royaume-Uni des activités similaires alors que l'Allemagne ne les accepte pas? Maintenant, si cela ne fonctionne pas, plusieurs États européens, dont plus récemment l'Australie, ont déjà expulsé des diplomates iraniens pour espionnage et activités incompatibles avec leur statut diplomatique. Le Royaume-Uni devrait envisager l'expulsion du personnel diplomatique impliqué et une enquête indépendante sur le recrutement d'informateurs par la République islamique et le ciblage des journalistes. Si des opérations hostiles de renseignement continuent d'avoir lieu sur le sol britannique, alors, malheureusement pour le régime islamique en Iran, le gouvernement britannique devra forcer la fermeture de l'ambassade de la République à Londres. C'est quelque chose qu'ils ont déjà fait en 2011 lorsque l'ambassade britannique en Iran a été attaquée par une foule de partisans du régime Basiji. Le Royaume-Uni doit considérer la radicalisation idéologique comme une menace pour la sécurité nationale, pas seulement comme un problème communautaire ou d'antisémitisme. Cela s'applique au corps des gardiens de la révolution islamique, aux frères musulmans ou à tout groupe extrémiste. L'horrible attaque de Yom Kippour à Manchester, perpétrée par un Britannique syrien, Jihad al-Chami, aurait dû être reconnue pour ce qu'elle était, un acte de djihad. Au lieu de cela, le Premier ministre a choisi de la rejeter comme l'œuvre de, je crois que la citation était, « Un individu ignoble a minimisé le meurtre de 2 Juifs britanniques pendant un jour de culte et a montré une dangereuse réticence à affronter les racines idéologiques plus profondes de cette violence. » Le Royaume-Uni doit passer de la gestion de crise à une dissuasion durable. Je doute que cela arrive avec le gouvernement travailliste actuel. Prenons par exemple David Lammy, désormais vice-premier ministre du Royaume-Uni, après un récent remaniement. Il a été ministre des Affaires étrangères. David Lammy est apparu dans un jeu télévisé britannique il y a environ 10 ans, dans lequel, en réponse à une question sur qui a succédé à Henri VIII, le monarque anglais Henri VIII, il a répondu Henri VII. Je pense que nous ne pouvons pas continuer à récompenser l'idiotie constamment et ensuite être surpris lorsque nous sommes gouvernés par des idiots. Et donc, il doit y avoir une sorte d'action sur ce front. Que ce soit une élection générale qui, espérons-le, nous donnera un gouvernement différent, je l'espère vraiment. Mais il est clair que nous ne pouvons pas continuer ainsi. Merci Aurel pour votre travail sur ce sujet important et pour avoir expliqué les conclusions récentes. Je suis sûre que nous continuerons à en voir davantage au fil des mois et des années. Merci beaucoup, Émilie. Pour l'instant, passons à nos histoires bonnes, mauvaises et laides de la semaine. Comme toujours, n'hésitez pas à proposer vos histoires pour cette rubrique. Envoyez-moi un message privé sur X, Emily K. Schrader, et nous essaierons de l'inclure dans l'émission. Pour l'instant, cependant, nous allons terminer avec le bon, le mauvais et le laid. Tout d'abord, notre bonne histoire de la semaine. Les forces de défense israéliennes ont déjoué un réseau de contrebande lié au corps des gardiens de la révolution islamique qui tentait de faire passer des composants de drones en Cisjordanie. Des sources sécuritaires disent que c'était un effort du régime pour créer un micro-Hezbollah en Judée et Samarie. Cette fois, ils ont été pris la main dans le sac et ce n'est pas la première fois.
Ils essaient également activement de reconstruire le Hezbollah. C'est pourquoi nous avons vu la poursuite d'opérations de petite envergure visant des sites du Hezbollah dans le sud du Liban. Et même si c'est inquiétant, cela se produit, évidemment. Nous devons saluer l'idée d'avoir déjoué une nouvelle tentative d'exporter les opérations terroristes de la République islamique. Et pour rester dans le thème de cette semaine, les universités britanniques acceptent toujours des fonds de fondation pro-régime iranien, parfois des façades du régime et d'institutions liées au Qatar, malgré les avertissements du gouvernement britannique. Le Comité du renseignement et de la sécurité du Royaume-Uni affirme dans un rapport de juillet 2025 que la République islamique mène presque sûrement des campagnes d'espionnage visant le milieu universitaire britannique. Et il ne s'agit pas seulement d'argent, c'est aussi une question d'accès, de données et de propagande sur les campus. Le gouvernement britannique estime que la recherche sponsorisée permet à des acteurs liés au régime d'accéder indirectement à des technologies sensibles, à des disciplines et infrastructures. Si les universités acceptent ces fonds sans contrôle ni déclaration, les plus grandes institutions du Royaume-Uni pourraient devenir, à leur insu, la première ligne contre l'influence étrangère et le renseignement. Notre histoire choquante de la semaine vient, comme prévu, de Londres, où un imam lié au Hamas a récemment loué les martyrs de la mer dans un sermon. Ces propos faisaient référence à l'opération de la flottille de Gaza lors d'une intervention dans un centre islamique lié au réseau Al-Bayt. C'est ce même réseau qui est connecté à l'association caritative de Shabio Hassan Ali et à la machine de propagande de la République islamique d'Iran. Il a également reçu plus de 400 000 livres de financement du gouvernement britannique sous prétexte de cohésion communautaire, révélé par The Times en juillet 2025. Et cet incident montre comment l'infrastructure idéologique de la République islamique au Royaume-Uni engendre la radicalisation et même le recrutement sur le sol britannique. On utilise malheureusement l'argent des contribuables pour promouvoir cette propagande communiste. Eh bien, c'est tout pour cette semaine dans Accès à la vérité. Nous reviendrons bientôt avec plus d'interviews et plus d'histoires du Moyen-Orient. Nous continuerons à vous tenir informés des dernières nouvelles concernant cette histoire, alors que les nouveaux documents mettent en lumière le partenariat entre le Hamas et la République islamique d'Iran. Je suis Émilie Schrader. Suivez-moi sur les réseaux sociaux Émilie K. Schrader ou Émilie à Tel Aviv. Merci de regarder et à la semaine prochaine sur Axe de la vérité.